Je vois au loin, il y a un dispositif de police, de pompiers. Quand je m'approche, il y a un policier qui me dit « Monsieur, désolé, votre frère, il est mort ». Donc à ce moment-là, je hurle, je mets des coups de poing, des coups de pied partout. Ils étaient deux contre lui, et dont un qui avait un couteau de cette taille. Et donc de là, je me dis qu'il faut que je venge mon petit frère. Je me suis procuré une arme. Un soir, je tombe sur le grand frère de l'assassin de mon petit frère. J'ouvre ma boîte à gants, je prends mon arme et je leur tire dessus à plusieurs reprises. Je m'appelle Adama Kamara. J'ai voulu tuer un homme pour venger la mort de mon frère. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ta relation avec Sada? C'est une relation de grand frère à petit frère. On avait 4 ans d'écart. Sada, c'était un jeune qui était ambitieux. Moi, je le dis toujours, s'il serait encore en vie, il aurait réussi dans sa vie parce que c'était quand même un jeune qui avait beaucoup de projets, qui était plus grand que moi en taille même, qui était un beau gosse, je le dis tout le temps. Il n'avait pas un caractère de bagarreur, forcément, il avait un caractère assez posé, beaucoup réfléchi. En 2011, j'étais déjà installé, ça faisait 1 an que j'étais installé avec une petite amie. J'étais chauffeur-livreur, j'avais obtenu un CDI. Bon, je commençais ma petite vie, hein. Moi je voulais me marier, faire des enfants, jusqu'à ce fameux soir où on a appris le décès de Sada. Et donc forcément, c'est toute une vie qui bascule. En fait, ce soir-là, je devais sortir avec des amis. On devait aller sortir sur Paris, c'était un samedi soir, on voulait aller boire un verre, aller en boîte à l'époque. Et moi, d'un coup, j'étais plus trop motivé. Donc, je suis rentré chez moi, il était à peu près 23 h. Et quand je rentre chez moi, ma petite amie, elle dormait déjà. Donc, je me faufile dans le lit, je commence à m'endormir. Et à 2 h du matin, on sonne à la maison avec insistance. Donc, moi, j'ouvre un peu l'œil, ma copine, elle prend l'interphone. Et je l'entends hurler « Non, c'est pas vrai ». Et à ce moment-là, moi, je la regarde, je lui dis « Qu'est-ce qui se passe ?» Et elle se retourne, elle me regarde, elle me dit « Ils ont tué Sada, ton frère, il est mort ». Donc moi, forcément, je bondis du lit, je vais prendre l'interphone. C'était un autre de mes petits frères qui était en bas, qui me dit « Adama, descends, Sada, il est mort ». Moi, j'ai beau faire 1m92, j'apprends que mon frère, il est mort, je m'écroule. Je tombe par terre, je pleure, je me dis « Non, je suis dans un cauchemar, c'est pas possible ». Et je m'habille en catastrophe et je descends. On me dit qu'il est mort à la gare de Gare-Charcel. Donc quand je suis dans la voiture, pour me diriger à la gare de Gare-Charcel, moi j'habitais à Écouen, à 10 minutes en voiture. Quand j'arrive sur les lieux, je descends de la voiture, je marche. Et plus j'avance, plus je vois au loin, il y a un dispositif de police. Il y avait policiers, pompiers. Et plus j'avance, et plus je vois par terre, il y a un drap blanc. Et je me rends compte, comme dans les films ou dans une série, quand on voit un drap blanc par terre, c'est que malheureusement c'est terminé. Et quand je m'approche, il y a un policier qui me dit « Monsieur, vous ne pouvez pas avancer ». Je lui dis « Mais c'est mon petit frère ». Il me dit « Je suis désolé, votre frère il est mort ». Donc à ce moment-là, je hurle, je mets des coups de poing, des coups de pied partout. Je me dis « Il faut que j'aille chez mes parents ». Parce que je ne vivais plus là-bas. Et on connaît tous l'expression « un silence de mort ». Et là, malheureusement, ça prenait son sens parce que quand je rentre chez mes parents, il n'y a pas un bruit. Il était entre 3 h et 3 h 30 du matin. Mes petits frères qui restaient en train de pleurer, mes petites sœurs. Et l'image qui m'a marqué, c'est quand je vais dans la chambre de ma mère et je vois ma mère, elle est écroulée par terre. Et j'ai l'impression de voir le corps de Sada qui était à la gare sous un drap blanc. Ma mère, elle ne bougeait pas. Et quand je vois cette scène, moi j'espère une chose, c'est que les pompiers nous appellent pour nous dire « Monsieur Kamara, votre frère il n'est pas mort, son cœur il s'est remis à rebattre ». Donc on espère, hein, vous savez, on est dans une situation qu'on n'a pas l'habitude d'avoir. Après je me dis, bon, je vais rentrer chez moi, ça doit être qu'un mauvais rêve, je vais me réveiller à un moment donné, c'est pas possible. Ça peut pas être vrai, quoi. Donc je rentre chez moi, je m'endors, le lendemain matin, j'ouvre les yeux et je fixe ma petite amie, j'espère qu'elle me dise « Mais Adama, t'es bizarre, pourquoi tu me regardes comme ça ?» Et juste à voir son regard, je me suis rendu compte que je n'étais pas dans un rêve. C'est la réalité, Sada, il est mort. Hier, on était une famille complète, aujourd'hui, il en manque un. Et là, on rentre dans une autre phase, une phase de la réalité qui fait mal. C'est la mort d'un proche, le deuil, de vivre avec ça. C'est des choses qu'on n'apprend pas à l'école, vivre avec la perte d'un proche, qu'est-ce qu'on doit faire. Donc forcément, le lendemain, il y a du monde qui vient à la maison pour les condoléances.
C'est une journée assez spéciale parce que c'est une journée faite de pleurs et de peine et de pourquoi on en est là en fait. Ça t'aide à réaliser, toi, à ce moment-là Ah non, même pas. C'est qu'on se dit, il va revenir. On est dans un déni. Parce que quand on apprend la perte d'un proche, au début, on n'y croit pas parce qu'on est dans un déni. Au début, on est dans notre bulle parce qu'il y a du monde qui vient nous voir, donc on est un peu soutenu, mais on est dans le déni. On se dit, on espère. Moi, j'ai espéré jusqu'à ce que j'aille à la morgue, j'ai espéré qu'on va m'appeler, on va me dire, mais Sada, il est pas mort en fait. On sait qu'il est mort, hein, mais pour nous, on espère. Et jusqu'à ce fameux moment où il faut aller à l'Institut médico-légal pour reconnaître le corps. À ce moment-là, quand j'arrive à l'Institut médico-légal et que la dame, elle nous dit, allez-y, il est derrière la porte blanche, et que tu ouvres la porte, tu rentres, et tu te rends compte que ton frère, il est allongé. Il a un drap blanc jusqu'au cou, il a les yeux fermés. On a l'impression qu'il dort, mais là, il ne dort pas, il est mort. On le touche, il est froid. Et moi, à ce moment-là, quand je le regarde, je suis pris de remords, je suis pris de tristesse et de colère, et je me dis que j'ai failli, moi, à ma mission de grand frère. Parce que souvent, on dit, fais attention à ton petit frère, fais attention à ta petite sœur. Moi, là, j'ai failli à ma mission de grand frère. Donc, je lui fais une promesse à ce moment-là. Je lui dis, j'ai pas su te protéger, mais tôt ou tard, je vais te venger. Les personnes qui t'ont emmené là où tu es aujourd'hui, ils vont aussi te rejoindre. Il n'y a pas que nous, on va souffrir. Eux aussi, ils vont pleurer. Leur mère, elle va pleurer. Eux aussi, ils vont souffrir. Donc, quand je lui parle, en fait, il y a mes frères et mon père, mais je lui parle, en fait, dans ma tête. Je me dis, peut-être son âme, elle est présente, il m'entend. Et je lui fais la promesse que tôt ou tard, je vais le venger. Parce qu'en fait, Sada, il n'est pas mort dans des conditions qui sont normales, banales. Non, il n'est pas mort d'un accident ou d'une maladie. Il est mort parce qu'il s'est fait tuer par un ami d'enfance. Ils se sont battus quelques semaines avant. Il a gagné. La personne n'a pas accepté. Ils ne sont pas battus pour une histoire de trafic de stupes. Ils ne sont pas battus pour une fille. Des fois, on s'embrouille pour rien au quartier. Des fois, on peut même s'embrouiller pour un match de foot. Pour rien du tout. Il y en a un qui crie plus fort que l'autre. La testostérone, allez, vas-y, viens, on se place, on se bat. Ils se sont battus ce jour-là. Sada, il a gagné la bagarre. Après, il se voyait au quartier, il ne se serrait pas la main. 2 semaines après, il a décidé de redonner un retour, de se venger. Ils se sont battus, ils étaient 2 contre lui, et dont un qui avait un couteau de cette taille et qui lui met plusieurs coups de couteau au niveau du thorax. Et après, voilà, c'est pas que Sada, ils ont tué ce jour-là, ils nous ont tous tués. Parce que nous, on a été impactés depuis, notre vie, elle a basculé, c'est plus la même. Il est mort atrocement, il a souffert avant de mourir. Demain, quelqu'un qui meurt avec des coups de couteau, je me pose toujours la question, il a pris combien de temps avant de partir au ciel? C'est la question que des fois je me pose. Est-ce qu'il a souffert ou est-ce qu'il est mort sur le coup? Vous voyez, toutes ces questions-là, toutes ces choses-là, ça nous fait mal. Parce que tu dis, c'est ta chair, c'est ton sang quand même qui est mort. Tu te poses ces questions-là. Et ça fait mal en fait. Et l'absence, surtout l'absence. Parce que tu vois que ça a changé au niveau de ta famille. C'est toute une famille qu'on détruit. Donc tout ça, ça fait mal. C'était pas forcément le frère dans lequel j'étais le plus proche, mais on a une relation avec chaque frère. Nous, on était quand même une fratrie. On était 8. Donc avec chaque frère, on a une relation différente. Comme avec chaque sœur, en fait, c'est comme ça. Mais c'est quand même mon petit frère. On a grandi ensemble en fait, on mangeait ensemble. Donc toutes ces choses-là qui font qu'aujourd'hui on est dans une réalité où en fait c'est plus pareil. Même quand tu regardes le visage de ta famille, tu vois que les visages, on a perdu ce bonheur en fait. Le bonheur, c'est pas d'être riche, avoir plein d'argent. Le bonheur d'être attablé avec toute sa famille réunie, c'est ça le bonheur pour moi. Et là, on a perdu ce bonheur-là. Et donc voilà, moi je lui fais la promesse que tôt ou tard je vais le venger. Lorsque Sada il a perdu la vie, 48 heures après, les personnes ont été interpellées. De toute façon, ça s'est passé à la gare Charcel, il y a des caméras, on les voit bien, les deux poursuivent Sada, etc. Et donc ils ont été incarcérés en attente de jugement jusqu'à le jugement, c'était en 2014 quoi. Donc de 2011 à 2014. Ils sont incarcérés, ils sont en prison, donc il y a une enquête, il y avait des reconstitutions. Et jusqu'à un jour où on nous a dit c'est passé de meurtre, assassinat à bagarre ayant entraîné la mort sans intention de la donner.
Et ça aussi, il faut se le dire, c'est dur pour les familles. Parce qu'on te dit, ton frère il est mort, mais on n'a pas fait exprès de le tuer. La réalité, c'est la même. Quelqu'un qui prend un couteau, qui met des coups de couteau dans le thorax de quelqu'un, même si c'est pendant une bagarre, on ne peut pas dire sans intention de la tuer. Les motifs aussi font que, je ne vais pas dire ça a accéléré, mais lorsque on a reçu ce motif, je peux vous dire que dans ma tête aussi, ça a changé. Et est-ce que du coup, tu étais à ce moment-là en colère un peu contre la justice qui fait Forcément. pas vraiment son travail au final? 100%. Parce que je me suis dit, ils vont prendre combien? Ils vont prendre maximum 10 ans. Au final, je ne me suis pas trompé. Il y en a un qui a pris 8 ans et l'autre, il a pris 10 ans. C'est rien. C'est des peines de quoi, ça? Moi, j'en voyais quand j'étais en prison des gars qui prennent 8 ans pour un braquage, 10 ans pour un braquage, 8 ans pour du stup. On a enlevé une vie. Parce que les familles prennent perpète. Nous, on a pris perpète. Je ne dis pas qu'il faut que tes personnes prennent perpétuité, hein, je ne suis pas là pour ça. Mais il faut faire aussi, faut savoir faire attention aux peines qu'on donne aux gens, surtout pour meurtre. Toi, qu'est-ce que tu te dis? Enfin, tu vas le venger et ça va te permettre quoi? De retrouver une paix avec toi-même? C'est pour lui que tu fais ça? C'est pour toi? C'est pour qui? Ben, je pense, hein, lorsqu'on a une envie de vengeance, c'est pour réparer une injustice pour nous. Parce qu'on ne va pas se venger pour le plaisir de dire que je me suis vengé ou je suis capable de me venger. Moi, quand je décide de me venger, c'est parce que j'ai mal. Parce que ma mère, elle a mal, mon père, il a mal, ma famille. On est détruit, on a perdu un membre de notre famille gratuitement, pour rien, à cause d'un tel. Et on se dit, cette souffrance qu'on a, si eux aussi peuvent avoir la même souffrance, au moins ils vont prendre conscience de ce qu'ils ont fait. Et donc de là, je me dis qu'il faut que je venge mon petit frère. Mais lorsque mon père, après, il part au Sénégal pour enterrer son fils, qui est Sada, mon petit frère, quand il rentre, il m'en dissuade. Il nous parle, il nous dit, ça ne sert à rien la vengeance. La vengeance, ça ne va pas vous ramener Sada. Sada, il ne reviendra plus, c'est terminé. Et lorsqu'on on a quand même ces paroles aussi, on voit l'état de la maman aussi, qui est dévastée, qui pleure tous les jours. Et je me dis, bon, ça va servir à rien que je venge Sada. Donc j'ai quitté la région parisienne, je suis parti loin. J'ai rencontré une nouvelle petite amie parce que ma petite amie de l'époque, je ne pouvais plus rester avec elle. Psychologiquement, j'étais touché parce que j'avais toujours cette image qu'elle me réveille à 2 h du matin, Sada, il est mort. Je ne pouvais même pas la regarder dans les yeux, je ne pouvais même pas passer même ne serait-ce qu'un repas avec elle alors que j'ai fait 8 ans avec elle, c'est pas rien. Mais du jour au lendemain, j'arrivais plus à me la voir. Un matin, je me suis levé, je lui ai dit, c'est terminé. Je suis parti, ça a bouleversé ma vie. Je voulais tout recommencer à zéro. Je voulais tout oublier ce qui s'est passé dans le passé. Mais on ne peut pas construire son avenir dans des plaies quand on est encore blessé. Donc moi, j'ai essayé. J'ai trouvé une nouvelle petite amie, je me suis installé. Au bout d'1 an, elle tombe enceinte. En fin 2013, j'ai ma fille qui est née. Moi, je suis content. Je me dis, bon, je suis devenu père. Mais ce qui est le plus dur, c'est tout ce qui est fête de fin d'année, anniversaire, fête religieuse ou autre. Et il y a toujours une chaise qui est vide. Et on n'a même plus goût à vouloir fêter toutes ces choses-là. Parce qu'on est rattrapé par la réalité. Il y a une chaise qui est vide, il manque quelqu'un. Donc on a beau vouloir aller de l'avant. Je pense que tant qu'on n'a pas fait le deuil, et tant qu'on n'a pas parlé, parce que pour faire le deuil, il faut parler, on ne peut pas avancer. C'est très compliqué d'avancer. Ça reste des assassins parce qu'ils ont tué. Mais ça reste, comme je le dis toujours, ça restait les potes de mon petit frère. Ça restait des amis. Moi, je sais qu'ils ont regretté l'acte qu'ils ont commis. Mais c'est trop tard. Le mal, il est fait. Donc, bien sûr, moi, les jours qui ont suivi, bien avant que mon père il nous parle, moi, je l'ai cherché. Mais je ne les ai pas trouvés. Et il y avait aussi les paroles de mes parents aussi qui essayaient de m'apaiser dans cette colère, dans cette quête de la vengeance. Et après, voilà, j'ai préféré quitter la région parisienne, je voulais recommencer ma vie. Et comme je vous l'ai expliqué, hein, où moi, voilà, pendant 8 mois, quand j'ai ma fille, elle est née en fin 2013, jusqu'à juillet, ma vie, elle est rythmée entre le travail et le soir, je me lève, je donne le biberon à ma fille. Et tout bêtement, un soir, quand je me lève, je donne le biberon à ma fille. Et souvent, le soir, c'est propice à avoir beaucoup de pensées. Soit positives, soit négatives. Des fois, c'est pour ça qu'on dit la nuit porte conseil. Ça dépend où on se place. Hein. Mais la nuit, on réfléchit beaucoup. Et ce soir-là, j'ai vraiment
eu un recul, une prise de conscience. Je me suis dit, je ne peux pas vivre comme si de rien n'était. J'ai quand même fait une promesse à Sada de son vivant, je ne l'ai pas protégé. Donc si là, je n'assume pas la promesse que j'ai pu lui faire, en fait, je ne suis pas un homme, quoi. Je n'ai pas de parole. Et de voir aussi ma mère encore souffrir, de voir mon père souffrir. Et comme je le dis toujours, moi j'avais deux visages, hein, le visage que je devais montrer aux gens, je rigole, tout va bien. Et le visage où je suis tout seul, je suis triste, je suis en colère, je pleure. Parce que c'est une chose que, voilà, j'en parle pas en fait. Et la réalité, elle est là, c'est que je me suis dit peut-être qu'en étant père, en fait, on est père, une maman, comme on dit, une femme, elle est maman dès que l'enfant il est dans le ventre. Hein. J'ai l'impression, nous, on est père à partir du moment où l'enfant il nous dit papa. Avant, on est là, on se repose beaucoup sur la femme. On dit non, mais c'est un enfant. Moi, je l'ai subi un peu tardivement et j'ai réfléchi tardivement. Mais c'est vrai que même quand je passe à l'acte, je vais en revenir à ce moment-là, j'oublie tout en fait. Depuis 2011, lorsque j'ai perdu mon petit frère, à décembre 2013, quand j'ai ma fille, ce jour-là, j'étais heureux. J'étais heureux, j'ai passé la journée à l'hôpital, à la maternité, j'attendais ma fille qui est née à 20h29. Donc ouais, j'étais heureux ce jour-là. Ce jour-là, je ne sais même pas si j'ai pensé, c'est dur ce que je vais dire, je ne sais même pas si j'ai pensé à Sada. Quand j'ai eu ma fille, je pense à mon frère après parce que je me dis, ben, il ne va pas connaître sa nièce en fait. Mais le moment où ma fille elle sort, je suis heureux. Quand je l'ai dans mes bras, je suis heureux, je suis content. Et après, je me dis, ben, j'ai des responsabilités, je suis papa, je vais pouvoir aller de l'avant. Mais la réalité, la blessure, elle était plus profonde que je le pensais, en fait. C'est ça le problème. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je parle beaucoup, je dis beaucoup aux personnes de parler parce qu'il y a le contre-coup. Hein. Tu perds un proche là, ça se peut, tu vas péter un câble 3 ans après ou 5 ans après. Comme il y a des personnes qui perdent un membre de leur famille, qui ne pleurent pas aujourd'hui. Et dans 2-3 semaines, 1 mois après, pour un petit truc, ils vont se mettre à pleurer. Et tu vas dire, mais pourtant, il est parti il y a quelques mois. Ça peut arriver, hein, chacun a ses émotions. Donc moi, le soir où je donne le biberon à ma fille, et je me dis, il ne va jamais connaître sa nièce. C'est là où tu te rends compte que c'est là que je prends une... Ben oui, et je vois ma fille grandir, je dis, elle ne va jamais connaître son oncle. Et à partir de ce moment-là, je me dis... il faut que je fasse quelque chose. Parce que j'ai trop une douleur en moi. Il faut que je fasse quelque chose pour me sentir mieux. Parce qu'on est persuadé, hein, œil pour œil, dent pour dent, on nous vend la vengeance comme quelque chose de réparateur. On dit que la vengeance, ça va nous soulager. La vengeance, ça va nous aider. J'étais persuadé, je me suis dit, je vais me sentir mieux. Et on va se sentir mieux. Et eux aussi vont avoir mal comme nous, on a mal en fait. Parce que faire du mal, là, on m'a fait du mal, il faut que je fasse du mal. Comme ça, tu vas ressentir la douleur que j'ai. Donc voilà, les jours qui ont suivi, je me suis procuré une arme. En fait, j'ai tout fait tout seul, en fait. Je n'ai pas parlé à ma petite amie, ni à mes frères, à personne. Et quand je passe à l'acte, bah en fait, ça se passe... Moi, j'avais mon arme que je laissais dans ma boîte à gants. Donc, j'étais avec le matin, toute la journée. J'ai fait des courses, j'étais avec ma mère. On préparait la rentrée pour mon dernier petit frère. Donc quand j'ai terminé, j'ai dit à un ami à moi, il m'a appelé, il m'a dit « Ouais, Adama, est-ce que tu peux m'accompagner sur Paris ?» Et je dis « Bah vas-y, conduis ». Moi, j'ai conduit toute la matinée. Donc conduit, donc il a conduit, on est parti faire ses courses. Et sur le retour, en fait, je tombe sur les gars, sur le grand frère de la personne que je cherche depuis 2011, que je n'avais pas vu depuis. Et là, je le vois posé dans le quartier, faire un barbecue comme si de rien n'était. Et moi, à ce moment-là, en fait, j'ai pas réfléchi. Je me suis dit, c'est maintenant ou jamais. Donc, je dis à mon ami de freiner. Lui, il freine. Je sais pas pourquoi. Hein. Et moi, à ce moment-là, j'ouvre ma boîte à gants, je prends mon arme et je leur tire dessus à plusieurs reprises. Quand tu tires, tu es vraiment dans une bulle. C'est que moi, quand je passe à l'acte, en fait, je vois que la personne. Que j'ai envie de tuer clairement. J'ai plus personne moi autour de moi, je fixe que la personne. Et bah, quand tu passes à l'acte, tu as l'impression que tu es en ralenti en fait. Tes oreilles, tu deviens sourd et qu'après tu reprends tes esprits après. Mais c'est vraiment un passage où tu es dans une bulle. Je ressens rien du tout, je ressens même pas de la satisfaction. Je suis même pas satisfait, je suis pas heureux. Je suis pas content, j'ai pas d'émotion en fait. En
fait, il n'y a rien qui change. Il n'y a rien qui change. Et là, je me dis, je suis tombé dans le piège, en fait. Parce que pour moi, c'est du tac au tac. T'as agi, c'est bon. T'as vengé ton frère, tu vas te sentir mieux. Je prends le volant, je rentre dans mon quartier, parce qu'on était vraiment dans le quartier. Hein. Et après, je me fais interpeller directement après. Bah, mon interpellation, elle a été rapide parce qu'ils ont quadrillé le quartier directement. Moi, j'étais en bas de chez mes parents, je comptais partir et j'ai pas eu le temps de partir. On m'a interpellé directement, on m'a placé en garde à vue. Je lis à travers la feuille qui était de l'autre côté et il y a marqué assassinat. Je me rends compte que je suis meurtrier. Pendant les premières 24 heures, je vis mal en fait. Je suis pas bien. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on dit « ouais, mais il y en a, ils ont tué, ils sont fiers », non, moi j'étais mal. Je me suis dit « qu'est-ce que je vais dire à ma fille plus tard ?» Quand je vais sortir, ça se trouve, elle aura 18 ans ou 16 ans. Et elle va se dire « mais papa, t'es un meurtrier, qu'est-ce que je vais répondre à ma fille ?» Mais là, c'est trop tard. Je me dis « ah ouais, je l'ai tué, je suis un meurtrier en fait maintenant. » Donc tu penses encore plus en fait à la personne que tu as tuée Bien que sûr. à l'idée d'être soulagé d'avoir vengé ton frère. La personne que j'ai tuée, c'est mon ami d'enfance. C'est un gars avec qui j'ai grandi. C'est son petit frère qui a tué le mien. Et moi, je l'ai tué. Et c'est tout bête, mais pendant 24 heures, je suis là, je repense à quand on était en vacances en Espagne ensemble, à quand on avait monté notre label de musique ensemble. Je pense à plein de choses. Mais c'était mon seul moyen pour atteindre celui qui a tué mon frère. C'est de tuer ton frère. Il est là le piège. C'est que toi, je ne peux pas te tuer, tu es en prison. Je ne vais pas aller en prison pour me battre avec toi. On a atteint un niveau où, voilà, c'est malheureux. C'est que pour te faire du mal, eh ben, je vais faire ce que tu nous as fait. Tuer ton frère. Pendant les 24 heures, pour moi, il est mort. Et j'ai des regrets. Et que le lendemain, quand on fait une audition, et qu'on me dit, ouais, pour tentative de meurtre, tout bêtement, je dis, ah, ils sont pas morts. Ça sort naturellement. Et le policier, il me dit, pourquoi tu aurais aimé qu'ils soient morts? Je dis, non, mais parce qu'il y a marqué meurtre, assassinat. Il me dit, non, c'est tentative d'assassinat. Donc j'ai un soulagement, c'est très grave ce que j'ai fait. Mais je préfère ça que vivre dans la peau d'un meurtrier. Et donc, à bout de 48 heures de garde à vue, je défère au parquet. Et après, bon, la juge, quand je la vois, j'arrive à 13h. Donc de 13h à 22h30, je suis dans une geôle avec du bruit, des allées et venues de personnes qui passent en jugement et qu'à 22h30, on m'appelle pour aller voir la juge d'instruction. C'est quelque chose qui m'a marqué ma vie. Hein. J'arrive dans son bureau, elle me pose 2 questions. C'est est-ce que vous avez des tendances suicidaires? Je lui dis non. Elle me dit est-ce que vous avez une maladie connue ou inconnue? Je lui dis non. Elle me dit je vais demander votre placement en détention pour tentative d'assassinat. Et donc, quand je passe devant le JLD, le juge des libertés, qui confirme que je vais aller dormir en prison. Donc, le 22 août 2014, on me met les menottes dans un fourgon cellulaire, direction la prison. Donc déjà, quand on rentre dans un fourgon cellulaire, c'est un camion de police, il y a plusieurs cages. Donc, c'est petit, c'est étroit, on est menotté. Et quand je suis dans le fourgon, je me dis, quand je vais sortir de ce fourgon-là, là, je vais être de l'autre côté du mur. Je vais être en prison. Moi, j'avais jamais été en prison. J'ai été voir mes frères quand ils étaient incarcérés en prison, des amis. Mais moi, j'étais toujours du bon côté du parloir. Et avant, bien sûr, c'est l'inconnu. La prison, on en parle, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je vais voir? Qu'est-ce que je vais vivre? Bien sûr, j'ai peur, mais je ne le montre pas. Bien sûr, laisser ta famille, ta fille, tu te dis, ah ouais, là, ça y est, je vais être un détenu. Donc, quand j'arrive en maison d'arrêt, je passe au greffe pour la fouille, etc. On me donne mon pactage arrivant, drap, serviettes, produits hygiéniques. Ensuite, on me donne, je passe les empreintes, photos, et on me donne une carte avec un numéro d'écrou, 55 852, c'est le titre de mon livre. Et après, direction, la cellule. Donc, je traverse un couloir avec des surveillants et j'arrive au quartier arrivant. Donc, tu as plein de petites cellules, les unes à côté de l'autre, avec des étiquettes. Et il s'arrête devant une porte, il met mon étiquette en dessous, il ouvre et il y a un gars qui est posé dans une petite cellule de 9 mètres carrés. Donc, je pose mon pactage, on fait les salutations. Il me dit, t'habites où? Je lui dis, Garges et toi? Il me dit, Créteil. Donc, j'échange un peu avec lui.
regarde la cellule, j'ouvre la fenêtre, il y a des barreaux. Et après, je me pose et je me dis, mais là, à partir de maintenant, je vais passer 22 heures sur 24 avec un gars que je connais même pas. Moi, je suis encore dans ma bulle, je me dis, j'ai rien à faire ici, moi. Eux, ils ont tué mon frère, moi, je les ai pas tués. Pour combien de temps, d'ailleurs, tu es en prison? Je sais pas. Mandat de dépôt criminel, déjà, on ne sait pas. Le temps de l'enquête, tu es en détention. Donc déjà, quand tu arrives, tu signes pour 1 an. Donc pendant 1 an, tu as 1 an pour espérer de vouloir sortir. Donc à partir de ce moment-là, je me dis, quoi qu'il va se passer dans la cellule, si je suis déprimé, il va le voir. S'il est déprimé, je vais le voir. Si là, je vais aux toilettes, je vais lâcher un numéro 2. Même s'il ne le voit pas, il va le sentir. Hein. Et moi aussi, il va le sentir. La réalité de la détention, c'est qu'on est enfermé 22 heures sur 24. On n'est pas libre de nos mouvements. On ne voit pas la famille. La misère carcérale, les bagarres, être enfermé tout court. S'imaginer, on vous enferme 22 heures sur 24. Tu ne peux pas aller, ne serait-ce que traverser. Tu sors que quand on te le dit. T'as regretté à ce moment-là? C'est à ce Mais moment-là bien... que tu regrettes? Non, mais dès le soir où je suis en garde à vue, je regrette. Parce qu'après, quand tu es dans ta bulle, ok, mais une fois que tu reviens à la réalité, tu te rends compte que tu as fait une énorme connerie. Que tu as une fille qui t'attend, tes parents, qu'est-ce qu'ils vont penser de toi? Depuis 2011, il te dit ne te venge pas, ça ne servira à rien. Ta petite amie qui n'a rien demandé, qui va être aujourd'hui incarcérées aussi comme toi, parce que les familles des personnes détenues, elles vivent aussi l'incarcération. Parce que de venir voir son mari au parloir, de venir voir son fils ou autre, c'est pas la vie dont elles ont rêvé, surtout les femmes. Une femme n'a pas rêvé de dire « ouais, ben moi, je suis contente, je vais voir mon mec au parloir ». Et quand elle vient, même au début, elle s'en veut parce qu'elle me dit « j'ai rien vu venir ». Je lui dis « mais c'est pas de ta faute. Ce n'est pas de ta faute, c'est moi qui... Voilà, je t'ai tout caché en fait ». Elle me dit « ouais, mais je vivais avec toi, on dormait tous les jours ensemble, j'ai pas vu que... » Je dis « mais tu pouvais pas le voir à partir du moment où je l'ai caché. » Mais est-ce que toi, t'as honte aussi de ce que t'as fait ou Bien sûr. Du regret Bien sûr, j'ai honte, j'ai beaucoup honte. Et même quand elle vient au parloir, elle pleure, ça me fait mal en fait. Et même quand j'ai ma mère au téléphone, j'ai honte. J'ai honte en fait de ce que j'ai fait, je suis pas fier. À aucun moment, j'ai revendiqué d'être fier de ce que j'ai fait. Bien au contraire. Parce que je me dis, ma fille, le jour, elle va grandir, à un moment donné, elle va se rendre compte, elle va me poser la question, pourquoi tu as fait ça? C'est chose qui est arrivée quelques années après. Quand tu es en prison, elle a quel âge ta fille? 8 mois. Quand j'arrive en prison, je la vois déjà 3 mois après, donc à 11 mois. Je vois déjà qu'elle a un peu grandi. Et après, les années, ils passent. Les mois, ils passent. Donc après, elle a 1 an, 2 ans, 3 ans. Pardon, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Les années, elles passent. Les années, elles passent. Donc c'est la petite fille que je voyais à 8 mois. 1, 2, 3, 4, au bout de 4 ans, forcément ça grandit, ça pose des questions. C'est une fille, ça va plus vite que les garçons au niveau du cerveau. Donc elle commence à comprendre que sa situation, elle n'est pas comme peut-être les enfants qu'elle a avec qui ses copines ou copains à l'école. Papa, il n'est pas là en fait à la sortie de l'école. Papa, il n'est pas là à la rentrée. Papa, c'est moi, je dois voir papa. Pourquoi papa, il vient jamais me voir? Donc un jour, tout bêtement, on était au parloir et elle s'arrête de jouer. Elle me dit, mais papa, on est où ici? Et moi, j'ai compris que là, elle avait compris. Et je lui dis, comment ça, on est où? Elle me dit, ben là, on vient te voir avec maman, c'est quoi? Donc moi, quand elle me pose la question, ben, je me dis, soit je fais comme la plupart des papas qui sont incarcérés, je suis au travail. Ou soit je lui dis un peu la vérité. Donc je lui dis, ben, tu sais, papa, il a fait une grosse bêtise dehors, donc là, je suis à la maison de punition. Pour l'instant, je reste là, mais bientôt, je vais sortir. C'est mon seul truc qui m'est venu à l'esprit parce que je me suis dit, je vais sortir, moi, je compte travailler. Et elle savait dans tous les cas. Elle ne m'a pas posé la question pour un enfant. Quand il nous pose la question, c'est qu'il a quand même un minimum compris. Donc voilà, après, elle ne me pose plus la question. Donc la réalité, elle est là et que je me dis que je lui ai fait du mal à cet enfant qui aujourd'hui se pose la question de pourquoi moi, mon père, il n'est pas avec moi dehors.
C'est ça la réalité du geste que j'ai commis. J'ai pas pensé à tout ça, moi. Moi, j'ai pensé à ma vengeance, j'ai pensé à soulager la famille. Au contraire, j'ai plus mis la famille la tête sous l'eau qu'autre chose. Il y a aussi le décès de ton papa, qui est aussi un élément important dans l'histoire parce qu'il permet de dire en fait vraiment Bien sûr. de poser un point en te disant jamais je fais ça, j'aurais jamais dû faire ça. Bah en fait, moi quand j'arrive en prison en 2014, moi je veux pas que mes parents viennent me voir, je les ai régulièrement au téléphone et je veux pas qu'ils viennent en fait parce que j'ai honte et je veux pas qu'ils vivent ce côté d'aller en prison, d'être là dans les salles d'attente, etc. Et moi, mon père, en 2015, il décide de faire le parloir. Donc, ma petite amie l'accompagne, il vient me voir une fois par semaine. Jusqu'à avril 2018, il revenait du pays, il était un peu fatigué. Et moi, j'échange avec lui au téléphone. Et on parle longuement, en fait. Et à un moment donné, il me dit « Dis-moi une chose, fiston. Ton enfant, tu ne l'as pas fait pour le voir grandir en prison. » Je lui dis « Non. » Il me dit « Toi, quand tu étais petit, tu avais besoin de moi. » Je dis « Bien sûr, papa. » Il me dit « J'étais là ou pas ?» Je dis « Bah, bien sûr, tu étais là. » Il me dit « Ta fille, c'est pareil. Même s'il y a les oncles, les tantes, les grands-parents, c'est toi son père. » Et je t'avais dit quoi par rapport à la vengeance? Ça n'allait rien changer. Est-ce que ton frère, il est revenu? Non. Est-ce qu'il est venu même dans un de tes rêves pour dire « Ouais, c'est bien, Adama ?» Non. Ton frère, il ne reviendra plus. Il me dit « Dehors, on a besoin de toi. Tes frères et sœurs ont besoin de toi. Ta mère, elle a besoin de toi. Donc, il faut que tu sortes, tu fais les choses bien. » Je dis « Ouais, t'as raison. De toute façon, quand je vais sortir, je vais faire les choses bien. » J'arrivais quand même à 4 ans de prison. J'ai commencé aussi à réfléchir. Et en fait, quand je termine cette conversation et qu'on raccroche, et que moi, je me dis que cette conversation, elle est un peu bizarre. Parce que j'ai l'habitude de parler avec lui. On avait une relation très forte. Mais là, ce qu'il me disait, c'était trop précis. J'ai l'impression que c'était un au revoir déguisé, en fait. Et donc, quand j'appelle mon grand frère qui était dehors, je lui pose la question, est-ce qu'il y a un problème à la maison? Il me dit non. J'insiste et il m'annonce que mon père, il a un cancer. Et là, je prends une claque, je suis dans ma cellule, je dis, comment ça, il a un cancer? Je l'ai vu le mois dernier, il marchait tranquillement. Et en fait, tout s'est accéléré. Donc, c'était un dimanche que je l'ai appris. Donc, moi, lundi, les avocats viennent me voir. On fait une demande pour aller voir mon père sous escorte à l'hôpital. Il refuse le vendredi. Le samedi, j'ai ma dernière conversation avec mon père où, quand je dis à ma petite amie, il va le voir parce que voilà, ils ont refusé. Donc, elle va le voir à l'hôpital. Et à ce moment-là, lui, MJ, il n'a même pas la force de tenir le téléphone. Et je lui dis, mets-lui le téléphone à l'oreille. Et là, je lui dis, ben, je suis désolé, papa, ils ont refusé. Je lui dis, je sais que c'est terminé, je ne vais plus jamais te revoir. Je lui dis, toute ta vie, tu as été là pour moi. Le jour où toi, tu as besoin de moi, je ne suis pas là. Je suis en prison. C'est triste que ma dernière conversation, c'est que j'ai au téléphone avec mon père, avec la mère de ma fille qui lui tient le téléphone à l'oreille. Bien sûr, c'est triste. C'est pas la fin qu'il aurait espéré. C'est pas la fin de mon père que j'aurais espéré. Et après, je lui dis, dans tous les cas, tout ce que tu m'as dit, je vais le faire. Et quand on raccroche, moi, je prie. Hein, je prie toutes les religions, tous les dieux, tout ce qu'il y a à prier pour me dire, je suis pas dans un film quand même. Je peux pas perdre mon père en prison, c'est dans les films. Et 3 jours après, on me dit, ça y est, il est mort, c'est fini. Terminé. Et moi, je suis dans ma cellule. Donc, je peux casser ma tête contre le mur, je peux hurler, c'est fini. Ça y est, fin. 2 jours après, ils ont accepté que j'aille à la morgue. Je suis quand même parti. Hein. Bon, c'est le même scénario pour pareil que mon petit frère. Derrière la porte blanche. Et là, tu parles à un corps sans vie. Et après, quand tu rentres en cellule, bah, tu reviens. Ton cerveau, il revient à 2011, quand tu perds ton petit frère, à quand tes parents te disaient ne passe pas à l'acte, ça sert à rien. Et là, tu es face à un corps sans vie. Et je me dis, si on m'avait dit, Adama, que tu vas aller en prison, tu vas perdre ton père, si j'avais parié, j'aurais perdu parce que pour moi, c'est impossible. C'est dans les films. Mais la réalité, elle peut être plus brutale qu'un film. Je n'ai pas le choix d'accepter. Donc mon père, il est décédé le 8 mai 2018. Donc moi, je suis incarcéré. J'ai pas de date de jugement. J'arrive à 4 ans. Et forcément, je prends une claque. Ça change. Et même quand je passe
en juillet 2018, comme j'ai fait une demande de remise en liberté, j'arrive à 4 ans. Quand le procureur dit qu'il ne s'oppose pas à ma libération, moi j'ai une phrase que je leur dis de toute façon dans tous les cas, même je vais prendre une peine de prison, ma peine je l'ai eue. Pour moi c'est la perte de mon père en prison. Il n'y a rien qui va me faire plus mal que ça. Là j'ai atteint le summum de la souffrance. Quand je suis béton, j'avais 25 ans, là j'en ai 29, j'ai fêté mes 30 ans. Je suis resté 4 ans en prison, de août 2014 à fin juillet 2018. Quand on me libère, forcément tu sors de 4 ans de prison, les choses elles ont changé. Bah déjà ma petite amie elle était venue me chercher, parce que moi j'espérais plus, hein. Je me suis dit ils vont me garder jusqu'à mon jugement, donc quand on me libère, en plus c'est le lendemain que la France gagne la Coupe du Monde. C'est une petite anecdote, hein, faut bien en rire. Eh ben, je suis content en fait. Je sors, je suis un peu sonné parce que 4 ans dans une boîte de conserve, c'est long. 4 ans, 4 anniversaires, 5 jours de l'an, 5 anniversaires. Je rentre en prison, j'ai 25 ans, j'en sors, j'ai 30 ans. Je suis à l'aube de mes 30 ans quand même. Donc je sors, c'est compliqué. Même quand on prend la route, j'ai l'habitude d'être dans un fourgon cellulaire pendant 4 ans. Là, je regarde les voitures, je peux regarder un arbre et dire « Ah ouais, c'est stylé ». C'est des trucs tout bêtes qu'on voit pas en promenade en fait. Il n'y a pas d'arbre en promenade, à part que le mec il fait 2 mètres. Ce que je redécouvre, c'est la vie. De voir des personnes, de voir des femmes aussi. Parce que là-bas, on voit que des hommes, on voit des surveillantes, mais il n'y en a pas beaucoup. De voir la vie en fait. La vie c'est pas la prison, pas voir que des murs, voir au loin, large. Là on voit que les murs, il n'y a pas plus loin que la porte, le mur, la promenade. On a l'impression qu'on est un nouveau-né, on vient de renaître. On a l'impression qu'on vient sur terre quoi. Je me dis ah ouais j'étais de l'autre côté. Des fois j'ai cette faculté, des fois je parle avec les gens, des fois je me dis mais ça fait 4 ans quand même. 4 ans de l'autre côté du mur. Ça veut dire, moi, tous les attentats, je les ai vécus et j'étais en prison. Toute la période d'attentats, j'étais en prison. Je vivais ça à travers la télé, je me disais, mais c'est la folie dehors. Et j'étais entre 4 murs. Donc, non, on redécouvre un monde qui a un peu changé. Hein. Donc, du coup, moi, la première chose que je fais, c'est que je vais voir ma mère. Moi, ça faisait 4 ans, je ne l'avais pas vue. Et quand je vois ma mère, déjà, je suis choqué. Physiquement, elle a beaucoup changé. Avec les épreuves, déjà, perdre son mari aussi. Et je le dis toujours, hein, si la tristesse avait un visage, ma mère, elle le portait quand je suis sorti. Et donc, quand je sors, après, voilà, tout le monde est content de me voir, etc. Après, je me dis, bon, il faut que je rentre à la maison, j'ai quand même une fille. Donc, c'était son grand-père qui la gardait, son grand-père côté maternel. Et quand j'arrive à la maison, elle était posée, elle fait la grande avec sa tablette et tout. Et moi, je fais toc-toc. Et elle me regarde. Et elle bug en fait, elle fait elle reste comme ça pendant un moment, donc je la prends dans mes bras. Elle me serre fort, je sens qu'elle met toute sa force et tout, donc je la pose sur mes genoux, on discute. Et pourquoi je vous raconte ça? Parce que dès qu'elle reprend ses esprits, elle me dit ah, moi je suis pressé d'aller à l'école en septembre. Moi je lui dis au mois de juillet, pourquoi tu me parles de l'école en septembre? Elle me dit comme ça, moi aussi maintenant je vais pouvoir leur dire que j'ai un père. Quand elle m'a dit ça, j'ai retenu mes larmes. Et j'ai pris une claque, j'ai dit ah ouais, des fois on fait des choses, les adultes, on se dit, les enfants, ils captent rien, ils captent tout. Ils captent tout. Ah ouais, non mais bien sûr, parce que je me dis, c'est ce que ma fille en fait, elle a subi en fait. Elle a subi, c'est pour ça que là on est en train d'écrire un livre sur tout ça. C'est qu'elle en fait, elle a subi à son échelle, à son niveau à elle. Parce que, il fait quoi ton père dans la vie? C'est des choses qu'on pose à l'école. Et ouais, ton papa, il est où? On voit tout le temps ta maman, mais t'as pas de papa. L'école, c'est méchant en plus. Hein. Mais il est où ton papa? Moi, je vais voir mon papa. T'es sûr que t'as un père? Parce qu'on l'a jamais vu. Même si c'est des enfants, les enfants, c'est brutal. Donc ouais, moi, ça m'a fait beaucoup de peine. J'ai dit, je lui ai fait beaucoup de peine, elle n'a rien demandé. Elle a juste demandé à avoir un père qui est présent. Moi, je n'étais pas là. Moi, j'aspire à faire une vie tranquille. Je me dis, je vais faire ma petite vie, je vais reprendre ma vie en main, je vais trouver un emploi. Donc, je sors en juillet, je n'avais pas encore de date de procès, je n'étais pas encore passé en jugement.
Donc on arrive à fin octobre, début novembre. Un soir, j'étais à la maison. Je tombe sur une vidéo où on voit un jeune qui se fait lyncher et il se fait massacrer. Et je me rappellerai toujours, il était 23 h, j'étais dans la cuisine, j'étais posé, je buvais un café. Je vois cette vidéo et je vois aussi les commentaires moi, qui vont derrière. Regardez-moi cette jeunesse, c'est à cause des parents, c'est à cause de la police, c'est à cause de la municipalité et compagnie. Et moi, je décide de poster un message tout bêtement sur Facebook, hein, un long message bourré de fautes, puis je le mets bien à la fin. Et je dis, vous savez, les petits frères, les embrouilles, ça amène à 2 choses ou 3. La mort, la prison, le handicap, tant qu'il n'y a pas mort d'homme, on se bat. Match aller, match retour, on croit qu'on est en Ligue des Champions, mais le jour où quelqu'un reste au sol, la partie elle est terminée. Et là, vous engagez vos familles, parce qu'on ne se rend pas compte quand on se bat. Mais demain, il y a un mort, ta famille elle est détruite. Que ce soit du côté de l'agresseur ou du côté de la victime, parce que même côté agresseur, ceux qui sont en prison, ils sont en prison, ils sont protégés en prison. Leur famille n'est pas protégée dehors. Et leur famille, elle est pointée du doigt et leur famille ne vivent pas bien les choses. Moi, j'en parle aujourd'hui beaucoup avec des parents et des mamans qui me disent « mais j'ai pas élevé un assassin, je sais pas pourquoi il a fait ça. Je ne cautionne pas ce qu'il a fait, mais ça reste mon enfant. » En fait, moi, quand je poste le message, les 23 h, moi, je vais dormir. Et le lendemain matin, quand je me lève, moi, d'habitude, j'ai des 30 j'aime, etc., quelques commentaires, 15 maximum. Et là, je vois, il y a plus de 700 j'aime, plus de, je sais pas combien de partages. Et de là, en fait, c'est comme si on me positionne en tant que porte-parole de quelque chose alors que j'ai juste posté un message qui venait du cœur, naturellement. Moi, j'ai envie de faire un concept, en fait. Au lieu qu'on s'entretue dans la cité, on fait des descentes dans les autres cités, etc. Venons, on s'entretue au micro. Venons, on fait des descentes de mots. Après les jours qui ont suivi, on me dit qu'il y avait des représailles qui se préparaient entre 2 groupes de jeunes à Sarcelles. On m'a demandé, est-ce que Adama, tu veux venir intervenir, parler un peu aux jeunes? Moi j'y vais, hein, tête baissée, je me dis ouais, vas-y, y a pas de souci. Donc quand je vais sur place, je parle aux jeunes, je leur explique mon histoire, je leur raconte, je leur dis il y a 4-5 ans, il y a un jeune qui est mort à la gare de Garches, c'était mon petit frère. Et je leur explique qu'est-ce que ça a fait dans ma famille et ce que ça m'a coûté aussi avec ces années de prison. Et il y a un Facebook Live qui a été fait et le Facebook Live, en fait, il a commencé à tourner à gauche, à droite. Après, j'ai eu le journal Libération qui m'a contacté. Est-ce qu'on peut retranscrire tes paroles? Je leur ai dit oui, tant que vous ne changez pas, etc. Et j'ai été contacté par aussi le média Street Press qui m'ont contacté, m'ont dit ouais, on aimerait bien faire une vidéo avec toi pour que tu nous racontes ton histoire. Et donc, moi, je fais la vidéo allez, on était en mois de novembre. Et quand la vidéo elle sort, en fait, elle devient virale sur les réseaux sociaux. Donc au bout de 2 semaines, on atteint 600 000 vues, beaucoup de réactions et beaucoup de messages je reçois. Et moi, en décembre, j'ai mon procès. Ça veut dire, ok, je mets une bonne action, la vidéo, elle tourne. Et quand j'arrive à mon jugement, on me parle de la vidéo. On me dit, bah, monsieur, vous dites que vous ne voulez pas les tuer, mais dans la vidéo, vous le dites ouvertement que dès le soir même, vous voulez vous venger. Et en fait, moi, dans tout ça, je suis tombé quand même sur un procureur, je pense, qui était visionnaire, hein, pour être franc, et qui retient les 5 minutes de la vidéo. Bah, c'est vrai, les 2 premières, c'était Adama en 2014, 2011, qui voulait se venger. Oui, c'est une réalité, je ne l'ai jamais nié. Mais quand je fais cette vidéo, je parle aussi de ce que j'ai envie de faire. Parce que j'ai vu les réactions, j'ai vu l'impact que ça a eu auprès des jeunes et l'impact aussi auprès des familles, parce que j'ai reçu beaucoup de messages de familles qui me disent « moi aussi, j'ai perdu un membre de ma famille, j'ai besoin de parler et j'ai pensé à la vengeance ». Des fois, on me dit « qu'est-ce que ça t'a fait la vengeance? Est-ce que ça t'a soulagé ne serait-ce qu'1 heure ?» Je leur dis non. Et de là, voilà, le procureur qui parle des 5 minutes de la vidéo. Après, je suis condamné à 8 ans de prison, donc je retourne en détention. J'avais déjà fait 4 ans, donc après, voilà, il me restait quand même quelques années. Et donc, du coup, quand je sors de prison en
juillet 2019, la vidéo elle avait dépassé les 1 million de vues, elle était à 1 300 000, je sais pas. Et le nombre d'abonnés de mes réseaux, forcément, ça a augmenté. Et je recevais en fait beaucoup de messages de personnes. J'ai perdu un proche, j'ai perdu mon pote, je suis dans les embrouilles, etc. Et les mois qui passent, moi, bon, la journée, je suis dehors, j'essaye de me former aussi pour pouvoir sensibiliser les plus jeunes, pas leur dire n'importe quoi, hein, parce qu'aujourd'hui, tout le monde se dit médiateur ou autre, sans formation. C'est pas parce que tu as vécu quelque chose que tu es apte à parler aux jeunes. Il faut se dire la vérité, il faut être un minimum formé pour pouvoir échanger avec la jeunesse, surtout les mineurs, savoir leur dire à quel âge ils peuvent aller en prison, qu'est-ce qu'ils risquent, etc. Et un soir, je rentre, je reçois encore des messages et quand je rentre dans ma cellule, je m'en rappellerai toujours, hein, il était peut-être, j'arrive pas à trouver le sommeil, je cogitais. Et j'ai écrit le générique de Rix en fait. J'ai écrit le générique de Rix. Après le lendemain, quand je sors, j'en parle, je leur dis, je me dis, en fait, des Adama Kamara, il y en a partout en France, des gens qui ont perdu un proche, des personnes qui souffrent. Pourquoi on ne va pas leur donner la parole? Et donc de là, je recontacte le média Street Press et je leur propose, je leur dis, voilà, moi j'ai parlé, j'ai vu qu'il y a beaucoup de réactions. Pourquoi on ne traiterait pas le sujet en plus approfondi? Et de là, ils m'ont dit qu'ils sont partants. Et après, entre-temps, France Télévisions, France TV Slash, ils ont voulu être producteurs de la série. Et de là, on est parti sur la série qui s'appelle Rix, 6 épisodes de 10 minutes où on donne la parole à des victimes, des mamans, des sœurs, des jeunes blessés, des victimes de Rix, voilà, de personnes malheureusement qui ont perdu la vie. Une rixe, c'est une bagarre de bandes en fait. C'est deux bandes rivales qui s'affrontent. Ça finira rarement bien une rixe. La réalité d'un quotidien d'un mec de quartier qui a grandi, les rixes, c'est le mauvais héritage qu'on donne aux petits, hein, tout bêtement. Moi, quand j'étais plus jeune, j'étais dans les rixes. J'avais 16 ans, je me battais. J'avais 15 ans, je me battais. Parce qu'en fait, on prend l'héritage des grands. Quand on est petit, on voit les grands se battre. Plus tard, on va faire comme les grands. Bonne question. Pour exister. Pour moi, on se bat pour exister, pour dire que notre quartier, on est des bonhommes. En fait, la réalité, elle est là et c'est triste. Hein. C'est limite, on cherche de la valorisation dans des embrouilles. Dire que moi, je suis un bagarreur, moi, je suis reconnu comme ça, etc. Donc, on peut se battre pendant des années sans savoir pourquoi. De toute façon, le quartier, c'est pas que des points négatifs. Il y a beaucoup de points positifs dans un quartier. On retient, c'est vrai, que le négatif, mais le point positif, il y a beaucoup de points positifs. Et malheureusement, quand tu grandis dans le quartier ou même quand tu es dans un établissement ou autre, tu ne veux pas te laisser faire, en fait. Personne n'aime la défaite, personne aime se laisser faire. C'est pour ça que des fois, je dis les embrouilles, elles durent longtemps parce que personne ne veut lâcher l'affaire. Alors qu'au fond, tout le monde veut arrêter. Quand il y a une rixe, ce n'est pas forcément une histoire de trafic de stupes ou une histoire de filles. Des fois, ça part pour rien, des messages sur les réseaux. Il n'y a pas de réel point de départ. Mais la réalité, elle est qu'il y aura des morts et des blessés graves. C'est ça qui est triste dans ces bagarres entre jeunes. Ils ont grandi ensemble. Ils faisaient du foot ensemble, ils faisaient des barbecues ensemble, ils faisaient tout ensemble, ils ont grandi ensemble. Mais du coup, c'est pas pour une histoire de guerre entre quartiers? Non, c'est pas une histoire de guerre entre quartiers, c'est une histoire entre eux. C'est de l'ego. Moi, j'ai beaucoup de personnes ont perdu la vie à cause de l'ego, parce que je suis capable de, et je veux leur montrer que je peux le faire et je sais le faire. La réalité, elle est là, c'est que aujourd'hui, beaucoup plus avec les réseaux sociaux, parce que tout est filmé. Vous imaginez de vous faire lyncher et que partout en France ou même sur les chaînes en continu, on diffuse votre vidéo. Vous pouvez péter un câble. Hein. Vous pouvez vous dire, bon, tout le monde a vu que je me suis fait humilier, donc je vais faire un truc plus violent pour que moi aussi je passe. En fait, c'est à double tranchant les réseaux sociaux. Ça tue notre jeunesse aujourd'hui. Moi, j'ai appris celui qui a tué mon frère et il s'était marié, il a eu un enfant. Il fait sa vie. Mais il a dû tomber sur mes vidéos, il doit s'en vouloir. Après, ça fait partie de la vie. Lui, il va vivre avec ça toute sa vie, comme nous, on vit avec ça. Après, s'il veut en parler à sa femme ou à sa fille, je crois qu'il avait eu, il en parlera. Ça lui appartient.
Et est-ce que tout votre combat contre les RICS, ce que vous apportez aux jeunes, notamment dans les écoles, etc., vous avez des frères qui sont plus jeunes encore. Et les plus jeunes, ils ont quel âge? Mon plus jeune frère, là, il a eu 18 ans là. Donc ils ont forcément hérité de ce combat-là. Bien sûr, ils en héritent de ce combat-là et ils prennent aussi conscience de certaines choses. Parce que la réalité, elle est que les mois, les années peuvent passer, mais il y a eu un frère qui est décédé dans cette famille. On a perdu un frère, donc forcément, ils étaient un peu plus jeunes. Ils grandissent avec cet héritage-là. Et l'héritage que je veux leur laisser, qu'il faut qu'ils prennent, ce n'est pas l'héritage de la vengeance. C'est l'héritage de faisons les choses bien, essayons un maximum de sauver les générations à venir. Et les autres jeunes dans chaque ville, il y a des... La réalité, c'est qu'on ne peut pas sauver tout le monde. Tranquille ou quoi? Impeccable, tranquille. L'homme qui parle pas, ça va? Tranquille les gars? Ça se passe ou quoi? LC, j'ai vu ton dernier clip, hein, il est bon. Hein. Derka, ça va mon gars? LC, bientôt on va faire notre son. Lorsque ce jeune s'est fait lyncher, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire pour parler aux jeunes, pour attirer les jeunes avec nous. Et on s'est dit, les jeunes dans les quartiers populaires, souvent ils kiffent le foot ou le rap. Je me suis dit, pour faire passer un message, pourquoi pas faire du rap avec eux, tout bêtement. Moi, j'ai envie de faire un concept en fait. Au lieu qu'on s'entretue dans la cité, on fait des descentes dans les autres cités, etc. Venons, on s'entretue au micro. Venons, on fait des descentes de mots. Et donc de là, j'ai été dans chaque quartier de gare, j'ai parlé aux jeunes, je leur ai dit est-ce que vous voulez faire un morceau avec moi? Ils ont dit oui, parce que moi je fais de la musique aussi. Un peu moins aujourd'hui, mais je faisais du rap. Et ce qui est malheureux aussi, c'est que quand j'allais dans les quartiers, je disais aux petits est-ce que vous voulez faire un son avec moi? Au-delà de savoir mon niveau de rap, c'était trop ouais, c'est le grand cas tiré. Ah, c'est un dama, quoi. C'est ça qui est triste. Et ça se passe partout. On donne du respect souvent à quelqu'un qui a été en prison, quelqu'un qui a commis quelque chose de grave, et ça c'est le piège aussi. Et moi je les ai pris par ce piège-là. Venez, t'inquiète, on va faire un son. Pour eux c'était valorisant. Et moi quand on arrive au studio, je leur explique parce qu'il y a d'autres jeunes, dont des jeunes avec qui ils sont en froid. Je leur dis, et même ils me disent mais pourquoi ils sont là? Je dis écoute, t'occupe pas, fais ce que tu as à faire. Je leur dis, vous avez carte blanche, vous pouvez rapper ce que vous voulez. Et moi, je ferai mon refrain. Bon, on prépare le son, comme j'ai dit, avec les jeunes, on réunit. Ils sont là, les petits frères. Je vais vous montrer les petits frères. Ils sont là, les petits frères. Voilà. On a réuni les petites garges pour faire un bon titre. Donc moi, quand je fais mon refrain, je dis embrouille égale prison ou la mort. Tu vois qui t'aime vraiment quand le maton ferme la porte. Je défends mon pote, et ça même quand il a tort. Parce que c'est une réalité. Moi, même plus jeune, des fois, mes potes, ils venaient, ils avaient tort. Mais comme c'est mes amis, que je considère comme mes frères, je vais à fond. Et je termine ce refrain en disant, on se fait la guerre, pourtant nos parents se connaissent, on a grandi ensemble, on s'entretue, on se trompe d'adversaire. Parce qu'au final, on se bat avec qui et contre qui? Des personnes qui nous ressemblent, qui ont les mêmes problématiques que nous. On n'a rien de plus qu'eux, ils sont rien de plus que nous. Moi, aujourd'hui, je ne sais pas combien de jeunes j'ai pu voir. Je fais le tour de la France. Et quand je pose la question, ça part de quoi? J'ai jamais la bonne version. Ça part, ouais, mais c'est parce que l'autre, il a envoyé un message. Non, mais qu'est-ce que tu racontes? Ça part du vol de scooter. Mais en fait, on ne sait pas c'est quoi là. Mais on sait qu'il y a des embrouilles. Des fois, c'est l'héritage. Il y a des embrouilles qui datent depuis les années 90. En ce moment, je travaille beaucoup à Corbeil-Essonnes. Là-bas, il y a des embrouilles qui datent de... Il y a un jeune un jour qui m'a dit, on est dans un établissement, même mon père, il se battait avec eux. C'est terrible, hein, on en rigole, mais c'est terrible. Il m'a dit, même mon père se battait avec eux. Et j'ai dit, donc de ton père à toi aujourd'hui, tu es en face de moi, tu as 13 ans, il n'y a rien qu'à changer. C'est ça qui est triste. C'est pour ça, moi, aujourd'hui, je ne cherche même pas à savoir c'est quoi l'origine. Parce que l'origine de la bagarre, je ne le saurai jamais. C'est pour ça que je parle des conséquences. Parce que chercher l'origine, c'est limite, on cherche à trouver l'origine pour justifier les conséquences. Moi, je m'en fous de savoir l'origine. Je sais que les conséquences, il y a des morts, il y a des blessés, des familles détruites. Moi, je pense que déjà, la prévention, c'est toujours mieux que la répression. Moi, je suis plus dans la prévention. La répression, quand c'est trop tard, un jeune il a commis une faute, il doit aller en prison, il va y aller en prison. Mais qu'est-ce qu'on fait avant? Qu'est-ce qu'on met dans leur tête avant?
qu'est-ce qu'on fait avant? Moi, c'est ça la réalité. Il ne faut pas avoir peur de parler de ce sujet-là dans les établissements. Il faut arrêter l'omerta. Il y a beaucoup d'omerta sur certaines choses. Il y a des choses, oh non, ça ne doit pas rentrer dans l'école. Et les jeunes aujourd'hui, ils sont connectés. Moi, quand j'arrive dans des établissements, même quand je parle à des classes de 5e, qu'est-ce que c'est qu'une RICS? Je pose juste la question et c'est le bal de tout ce qu'ils connaissent en fait. Donc je pense qu'il faut faire beaucoup de prévention et beaucoup d'accompagnement aussi. Parce que des fois, il y a des jeunes qui te disent « Non, mais j'ai pas le choix ». Moi, si, on a le choix. S'il n'aurait pas mis la balayette, bah, peut-être que le gars... Mais des fois, quand on est dans les RICS, c'est peut-être parce qu'il n'y a rien à faire. Donc c'est peut-être pour ça aussi. Très bonne réflexion. Est-ce que tu aimerais en sortir ou toi, pour toi... J'aimerais bien en sortir, j'aimerais bien. T'aimerais en sortir? Ouais. Mais qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à t'en sortir là? Et je sais pas, parfois, c'est les quartiers ennemis, c'est eux. Des fois, ils viennent, ils cherchent, tout ça. Moi, j'aimerais bien sortir. Par exemple, il y a pas longtemps, on a essayé d'arrêter. Mais genre, par exemple, c'est jamais bien fini, c'est jamais fini. Et ça date de quand, ces embrouilles? Ça date de longtemps, De tes grands? Des grands. Peut-être ton âge, je crois. Ça veut dire, c'est quand je dis c'est un mauvais héritage qu'on laisse, c'est une réalité. Mais aussi, d'un côté aussi, j'ai envie d'aller rester un peu parce que ça rapporte de l'action pour moi. Pour moi, en fait, j'aime bien d'un côté. Ça t'apporte de l'action parce que tu galères à côté, il n'y a rien. Ouais, parce que comme je dis... Non, mais c'est bien ce qu'il dit, au moins il avoue, il dit la vérité. Moi, par exemple, j'aime bien faire du rap, mais j'ai pas forcément l'argent pour faire du rap. Si j'ai la possibilité de faire du rap au lieu de me battre, ben, logiquement, je vais choisir le rap. Donc toi, s'il y a le studio, on ne voit plus dans les RICS? Ouais. Sûr? Confirmé? Ok. On l'entend. On est tellement dans l'engrenage des RICS, dans l'engrenage de ces embrouilles qu'on pense qu'on n'a pas le choix. On pense qu'on doit représenter ce quartier-là. Et il y a beaucoup de choses aussi à améliorer. Moi, je prends l'exemple de mon quartier. Quand j'arrive à Garges-les-Gonesse, j'ai 5 ans. Donc avant d'atteindre le collège, moi, la boulangerie, elle est dans mon quartier, l'école primaire dans mon quartier, la piscine dans mon quartier, le centre social dans mon quartier. Tout est dans mon quartier, en fait. Je ne quitte pas mon quartier. Quand je traverse la rue pour quitter mon quartier, c'est pour aller au collège. Ça aussi, c'est à revoir. Il y a beaucoup de choses à revoir pour éviter, moi, je pense, pour diminuer, parce qu'on ne peut pas dire qu'il n'y aura plus de RICS. Pour diminuer un maximum, je pense que les nouvelles générations, il faut créer du lien entre eux. Parce que quand il y a du lien entre nous, on va se respecter, on se connaît. Parce qu'on se bat avec des gens qu'on ne connaît pas. Il y a beaucoup de personnes qui tombent pour des RICS et quand ils arrivent en prison, ils se découvrent et ils deviennent amis. Quand on est dans un combat ou même quand on est dans une réflexion, on ne peut pas prendre que d'un côté, forcément. Moi, j'étais les deux. J'étais victime et auteur. Donc de là, je me suis dit, faut faire aussi des ateliers en prison. Essayer de parler avec ces jeunes-là parce que la réinsertion commence dès qu'on arrive en prison. Donc si pendant toute son incarcération, ce jeune, on ne lui fait pas prendre conscience de ce qu'il a fait, on ne parle pas de la chose, on le laisse juste purger sa peine, ben, il va sortir et peut recommencer. La réalité, elle est là. Il faut prendre conscience, faire prendre conscience aux jeunes de pourquoi on t'enferme. C'est comme un enfant, quand on le punit, quand il sort de sa punition, il faut lui dire pourquoi je t'ai puni. La réalité, elle est là. Donc moi, j'ai monté des ateliers écriture en détention. Des fois, on va dire, je fais plus de psychologie qu'autre chose. Hein. Parce que on parle de la réalité carcérale. Je leur dis, bah, vous voyez ce qu'on voyait sur les réseaux. Là, vous vivez la chose. Vous pensez quoi? Je sais de quoi je parle. Parce que j'ai vécu les choses et quand les jeunes me disent qu'ils n'ont pas peur quand ils vont dans une descente, je leur dis, t'es un robot. Hein. Moi, j'étais en tête de ligne, j'étais même le chef limite. J'avais peur, hein, mais je ne peux pas le montrer parce qu'il faut montrer que t'es un bonhomme. Et après, ils se mettent à rigoler. En fait, on parle le même langage. Si tu vis la chose, je sais très bien que tu ne peux pas me dire que tu n'as pas eu peur. Donc ouais, mais après, c'est pas... Moi, quand je leur parle de mon époque de RICS, c'est pas pour leur dire « j'ai fait ci, j'ai fait ça, je me suis battu ». Non, c'est pour dire « les gars, j'ai fait n'importe quoi pendant plusieurs années. Je pensais que c'était la vérité. Au final, je me dis « heureusement, j'ai tué personne à cette époque-là, parce que j'aurais pu être à votre place ». Donc aujourd'hui, j'essaye de faire prendre conscience aux jeunes qu'au final, on se bat pour quoi? Pour rien du tout. Et au final, on oublie que c'est une phrase qu'en ce moment, je la donne beaucoup aux jeunes. Je leur dis, vous savez les gars, quand vous sortez dehors,
Parce que quand on sort dehors, on oublie tout. Hein. C'est que nos potes qui comptent. On oublie qu'on a une famille. Dites-vous que vous avez un sac à dos invisible. Et ce sac à dos-là, c'est la famille. Parce que demain, tu tombes, ta famille, elle tombe avec toi. Demain, tu es blessé à l'hôpital, ta famille, elle est aussi blessée. Demain, tu meurs, ta famille, elle meurt avec toi. Et ça, c'est la réalité. C'est la famille les premiers impactés. Les premiers impactés, c'est la famille. Côté agresseur et côté assassin. Côté victime, pardon, et côté agresseur. C'est les familles qui sont impactées. Qu'on nous dise, on peut me dire quoi qu'on peut me raconter. Les premiers touchés, c'est la famille. Est-ce que tu es fier de toi, de tout ce que tu as fait aujourd'hui? Fier de moi, je vais pas m'auto-juger, quoi. Mais ouais, je suis quand même content de ce que je fais et je suis content de ce qu'on peut faire. Je ne suis pas tout seul à le faire, mais je suis quand même content de pouvoir transformer tout ce négatif en positif. Aller de l'avant, essayer d'inspirer des générations. Des fois, il y a des jeunes qui me disent « Plus tard, j'ai envie de faire comme toi ». Je leur dis ben, « Tant mieux, il faut vous former, les gars. Il faut donner la parole, il faut faire les choses, amener des projets. » Donc ouais, je suis content et aujourd'hui, on en parle un peu plus avec ma fille qui va avoir 10 ans forcément. Donc là, commence à... Des fois, on me reconnaît dans la rue et tout. Un jour, l'année dernière, on était en vacances. Il y a des gens qui voulaient faire des photos. Des fois, elle me ramenait « Papa, elle veut faire une photo avec toi, où est un tel ?» Et après, elle comprend. Elle comprend parce que je lui explique, je lui dis aussi que voilà, la réalité, c'est que c'est des années de souffrance, en fait. Il n'y a pas à être fier ou autre. C'est comme je dis aux gens, moi, je ne suis pas une star et je ne vais pas me starifier sur tout ce qui est morbide, quoi. Si on parle de mort, on parle de souffrance. Donc si on peut éveiller les consciences, on est là pour ça, on n'est pas là pour se starifier sur ça, quoi. Et tu te sens comment, toi, maintenant, aujourd'hui? Moi, je me sens un peu plus apaisé, bien sûr. Je me sens apaisé et je me sens utile. Je me sens utile parce qu'à l'époque où nous, on a perdu notre frère, il n'y a personne qui est venu nous dire je sais que ça fait mal, on est là. Si tu as besoin, on est là. Si vous avez besoin, on est là. Nous aussi, on a vécu la chose. Et qu'aujourd'hui, j'arrive à apporter ce manque que nous, on a eu à ces familles de victimes et de les réunir parce qu'aujourd'hui, ceux qui participent dans la saison 1 et dans la saison 2 de RIX se connaissent à peu près tous. Parfois, on fait des journées, admettons quand là, ça va être la période où il y a un papa qui a perdu son fils, il organise un tournoi, on va tous être là ce jour-là pour les soutenir. Donc, on peut apporter que ça, en fait. Du soutien aux familles et aussi, on s'est aussi formé à l'accompagnement au deuil avec ma collègue Séverine de notre association pour pouvoir accompagner ces familles qui n'osent pas franchir la porte du psychologue. Parce qu'on a toujours cette appréhension, cette image de se dire si je vais voir un psy, c'est que je suis fou. Alors qu'on n'est pas fou quand on va voir un psy, mais on ne nous l'apprend pas à l'école. C'est ce que j'ai dit aux psychologues avec lesquels je travaille. Il fallait venir un jour dans ma classe et me dire « Vous savez, monsieur Camara, si vous avez besoin de parler, vous pouvez venir dans mon bureau, mais ça ne veut pas dire que vous êtes fou, ça veut juste dire que vous avez besoin de parler. » Donc le métier de psy, ça serait bien qu'ils aillent dans les établissements dire aux jeunes que si on va les voir, c'est qu'on n'est pas des fous. Donc nous, on s'est formé à l'accompagnement au deuil. Aujourd'hui, on accompagne les familles et qu'après, on va les mettre aussi en relation quand c'est plus poussé, plus profond avec des psychologues. Et je vois beaucoup de changements et je vois beaucoup de réflexions aussi. Je vois des changements, de la réflexion et le bien, si on peut dire le mot bien, qu'on apporte aussi à ces familles de victimes. Ils se sentent moins isolés. Le plus dur, c'est d'être isolé. Quand on est isolé, on a l'impression que tout le monde s'en fout. C'est pas que tout le monde s'en fout, c'est que tout le monde reprend sa vie, malheureusement. La vie, elle est comme ça. Et qu'aujourd'hui, ils peuvent s'appuyer sur des personnes. Moi, je suis content. En fait, c'est bénéfique ce qu'on fait parce qu'ils le disent aussi. On peut poser la question à certains jeunes ou à certaines familles de victimes. Ils le disent qu'aujourd'hui, ça leur fait du bien d'être accompagnés. C'est ce qui manque et c'est ce qu'il leur faut en fait. On ne pourra pas ramener leurs défunts, mais ne serait-ce que d'en parler et de les accompagner sur le chemin du deuil, ça leur fera du bien. Toute cette histoire, c'est du gâchis. Des amis d'enfance qui grandissent ensemble, qui s'entretuent à la fin, c'est du gâchis. Pour rien, on aurait pu éviter. S'il n'y avait pas eu ce couteau ce soir-là, ça aurait pu s'éviter largement. S'il n'y avait pas eu l'ego, ça aurait pu éviter largement.
s'il n'y avait pas eu cette bagarre, mais avec des scies, on fait du ski au Sénégal. Hein. Donc, c'est du gâchis, c'est des années de souffrance de toutes les familles, parce que leur maman, je la connaissais aussi. Hein. Leur maman, je ne pense pas qu'elle est fière d'avoir eu un enfant meurtrier et que son autre fils a failli se faire tuer. C'est du gâchis, ça a détruit tout un quartier, c'est du gâchis. Et justement, je trouve que dans l'imaginaire collectif, on a une image de la vengeance qui apaise, et pourtant, tous les films montrent le contraire. Quand on vit la chose, on se dit qu'il faut réparer cette injustice et que la vengeance va nous soulager. Moi, j'ai des familles de victimes aujourd'hui qui me disent « Mais Adama, tu peux pas me dire ça, t'as rien fait. » Des fois, on me dit « Tu fais semblant parce que tu as la télé, tu fais genre... » Je leur dis « Mais non, là, on n'est que tous les deux. » Je leur dis « Mais non, ça ne m'a pas apaisé, ne serait-ce que 30 secondes. » C'est un idéal qu'on se fait sur la vengeance. Là. On pense vraiment que la vengeance, ça va réparer quelque chose. En fait, la meilleure vengeance qu'il y a à faire, c'est de ce que je fais aujourd'hui. Pour moi, c'est la meilleure vengeance que je peux donner à la vie. Est-ce que justement, c'est une manière, ce que tu fais, à la fois de pardonner à la maman du fils que du coup tu as blessé et d'œuvrer pour ton frère? Bien sûr, c'est en fait en faisant ce que je fais aujourd'hui, j'essaie de toucher tous les aspects de ce qui s'est passé, que ce soit le côté victime, le côté agresseur et le côté prison. Parce que dans la saison 2, il y a des épisodes il y a un épisode sur la prison, sur des détenus qui prennent la parole. Et je me dis, c'est pour un peu réparer tout ce qui s'est passé. Même si on ne pourra jamais réparer un vase qui s'est cassé. Mais ce qu'on peut sauver, ce qu'on peut réparer, il faut le faire. Donc oui, c'est aussi une thérapie, entre autres, pour pouvoir aller de l'avant et que je me dis, mon frère n'est pas mort pour rien. Qu'est-ce que tu te dirais à toi avant toute cette histoire? On va parler. On va parler à quelqu'un. Tu fais trop de nuits blanches, tu réfléchis trop, tu dors pas assez. On va parler avant d'aller pendant 10 ans dans une galère, en fait. Moi, c'est ça qui m'a manqué, c'est que j'ai pas parlé. Je gardais tout en moi et je reste un humain. J'aurais pu tomber gravement malade. J'aurais pu sombrer dans l'alcool, j'aurais pu sombrer dans la drogue. J'ai un peu sombré dans la vengeance, moi, les nuits blanches, tu dors pas, tout le monde pense que tu dors pas, tu réfléchis. Et j'aurais dit à Adama de 25 ans, va parler. Pousse cette porte et va parler. Ça veut dire qu'une des morales aussi, c'est qu'on a besoin d'être aidé, on ne peut pas tout faire tout seul. Bien sûr. Moi, aujourd'hui, ce que je fais, je le fais pas seul, je suis aidé. Et dans la vie, on a toujours besoin de quelqu'un. Personne ne s'enterre tout seul, à ce que je sache. Donc, on a toujours besoin de quelqu'un. Il faut parler. Quand on n'est pas bien, il faut écrire. Il faut vider en tout cas le chagrin qu'on a en nous. Il ne faut pas le garder.